Colin, on est au dernier épisode de Manger les riches saison 1. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais je suis pas mécontent que ça soit terminé, je dirais. Tu seras pas triste de plus entendre parler d'Elon Musk? Je serais vraiment pas triste de plus entendre parler d'Elon Musk. Parce que d'après moi, tu n'entendras plus parler aux nouvelles après ça. Non, c'est ça. Il va disparaître. À la fin de ce podcast-là, il va disparaître. Il sera plus jamais dans mon algorithme. Il va, voilà. Ben, j'espère que vous, à la maison, ou en tout cas qui nous écoutez, dans vos écouteurs, vous n'êtes pas aussi tanné que Colin d'entendre parler d'Elon Musk, parce qu'il nous reste quand même une petite heure à en parler. Voilà, mais on se lance, je pense. Deuxième heure de Twitter. Non, avant, faut pas qu'on dise... ah oui. Soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur... Ben, en même temps, si vous l'avez pas déjà fait... En fait, c'est très bizarre. Si vous êtes rendu à l'épisode 6 puis que vous l'avez pas encore fait parce que vous aimez pas assez ça, comment ça vous êtes rendu à l'épisode 6? C'est un peu ça ma question. Mais sinon, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça nous aide vraiment. Ben moi, je vais t'avouer que je suis le genre de criminel qui oublie tout le temps de laisser une note au podcast. Fait que oui, les gens devraient le faire en même temps qu'ils l'écoutent. Soyez des meilleures personnes que moi. Regarde, on vous attend, là, faites-le. OK? Bon. Parfait. Tu fais? Parfait, merci. Et vous pouvez également nous soutenir si vous voulez grâce à Ko-fi, si vous avez les moyens pour faire une contribution monétaire à ce podcast pour nous encourager à faire une saison 2 et nous permettre de nous acheter un yacht, nous aussi. C'est ko-fi.com, donc ko-fi.com, /manger les riches. C'est énormément apprécié. T'avais l'air d'avoir de quoi dire, Colin? Non, je pensais... Okay. Parfait. Tu pensais à Twitter. Oui, je pensais à Twitter. Parce que quand on s'est laissé la dernière fois, on parlait de Yoel Roth, qui était à la tête du Trust and Policy chez Twitter et qui avait remis sa démission et qui avait été ciblé un peu par l'alt-right et les fans de Musk sur Twitter comme un opposant à la liberté d'expression en tant que vilain progressiste, démocrate, homosexuel. Il avait remis sa démission et Musk l'avait accepté. Il était plutôt en bon terme, mais je laissais planer que les choses allaient peut-être changer. Et on est rendu là. Je veux savoir. Donc, pour nous amener à pourquoi ça a changé la relation avec Yoel Roth et Elon Musk, il faut parler des Twitter Files. Est-ce que tu te rappelles des Twitter Files? Absolument pas. Ça m'a étonné. Ça, c'est comme un gros chapitre, puis j'avais pas entendu parler du tout de ça. En fait, c'est qu'en décembre 2022, Musk a commencé à sortir les Twitter Files, un épisode assez weird de l'histoire de la compagnie. Puis par un peu, je veux dire énormément. Un mois, en fait, après sa prise de contrôle de Twitter, Musk a décidé d'inviter des journalistes à enquêter sur l'entreprise en lui donnant accès à des documents internes. Le journaliste qui était le plus impliqué dans les Twitter Files, qui était un peu à la tête de tout ça, c'est Matt Taibbi, un gars avec un drôle de parcours. Moi, je le connais jadis de Rolling Stone quand j'ai été abonné au cégep puis au début de l'université. Il a commencé sa carrière comme journaliste en Russie, en fait. Puis après, il est devenu justement analyste au Rolling Stone. Il était super célébré. Il a gagné beaucoup de prix comme chroniqueur politique et tout ça. Mais après la première élection de Trump en 2016, il est devenu très critique des médias mainstream et des théories comme quoi la Russie se serait ingérée dans l'élection américaine. Ça le fâchait. Il disait que c'était pas le cas puis qu'on fouillait trop là-dedans. Genre. Ouais. Et lui est d'origine russe? Non, il est américain, mais il est allé travailler en Russie. Okay. Puis il trouvait que ça contribuait beaucoup à la polarisation et tout ça. Est-ce qu'il y a des allégeances russes? Je me risquerai pas jusque-là, mais en tout cas, ça a changé sa position un peu. Ses critiques disent qu'il est un progressiste qui a viré alt-right. Lui, sur sa part, il dit non, j'ai toujours les mêmes positions que j'ai toujours eues, c'est juste le monde s'est polarisé autour de moi. Je m'excuse, mais Richard Martineau a déjà dit exactement la même chose. Il a déjà dit non, je suis autant à gauche que j'étais à gauche avant, c'est le monde autour de moi qui a bougé. Fait que je vous laisse en juger. S'il partage sa pensée avec Richard Martineau, ça dit ce que ça a à dire, positivement ou négativement. Mais tout ça pour dire, il était à la tête des Twitter Files, mais ça n'a pas été si important finalement, parce que ça a été ce que les Américains appellent un nothing burger. En gros, les Twitter Files voulaient clarifier le fonctionnement du système de modération de Twitter, qui jusque-là avait toujours été secret. Puis était secret pour une raison. En fait, les gens chez Twitter pensaient que si les règles de modération et tout ça et l'algorithme étaient rendus publics, ça allait favoriser la manipulation en fait du système de modération. Donc, ils disaient que c'était mieux de garder ça pour eux. Et l'autre question à laquelle les Twitter Files et Taibbi voulaient répondre, c'était à savoir s'il y avait eu de l'ingérence du gouvernement, lire ici du gouvernement démocrate, dans le fonctionnement de la plateforme et la supposée censure envers les voix conservatrices. Donc, le premier chapitre des Twitter Files... Il essayait de prouver
prouver que l'algorithme censurait les voix conservatrices, ce qui était de toute façon pas le cas, comme tu le disais. Ce qui n'était pas le cas, exactement. Donc, le premier chapitre des Twitter Files qui a été lancé au début de décembre concernait l'histoire du laptop d'Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Là, je m'excuse, là, faut que j'explique, c'est une autre parenthèse dans une parenthèse. On se croirait dans un tracklist d'album IMO, mais je vais essayer de faire ça court. En gros, juste avant de l'élection de 2020, il y a eu une histoire dans le New York Post, qui est un tabloïd de droite, comme quoi Hunter Biden avait laissé son laptop dans une boutique d'ordinateurs du Delaware. Et puis là, certains médias, donc non en chef de file de New York Post, ont partagé des courriels qui auraient été trouvés sur l'ordinateur en question et qui faisaient supposément la preuve de la corruption de Joe Biden, qui lui aurait décidé d'intervenir en Ukraine pour protéger son fils d'une enquête de la part du procureur général ukrainien Viktor Shokin. Donc, ce que ces courriels-là alléguaient, supposément, c'est que la vraie motivation derrière l'intervention américaine en Ukraine, c'était cacher les trucs que Hunter Biden avait fait. Exactement. Okay. Certains médias ont décidé de pas couvrir cette histoire-là parce que, un, c'était super difficile de prouver si les courriels étaient réels, puis deux, ça sentait la propagande russe à plein nez parce que on discréditait du même coup Joe Biden et la guerre en Ukraine. Ouais. Exactement. Et finalement, en tout cas, juste pour clarifier l'histoire, c'était probablement vraiment son laptop, mais les courriels qui auraient été aussi authentifiés ne prouvaient pas vraiment la corruption de Joe Biden, ni qu'il y avait eu de conduite inappropriée de sa part. Donc, il y a une partie des courriels qui ont circulé qui étaient des faux. Ceux qui ont pu être vérifiés prouvaient pas de corruption et la théorie comme quoi la guerre en Ukraine était pour cacher l'implication d'Hunter Biden. Bref, à l'époque, quand c'est sorti, Twitter ont pris la décision de bloquer les liens vers le reportage du New York Post pour deux raisons. La première, c'est qu'ils avaient adopté une consigne comme quoi ils ne partageaient pas de contenu issu du piratage. Ils s'étaient échaudés justement avec l'histoire des courriels de Hillary en 2016. Ouais, OK. Et la deuxième, c'est qu'ils voulaient éviter d'amplifier la propagande russe pendant la période électorale, justement aussi suite à 2016. Donc, c'est ça, en gros, l'histoire du laptop d'Hunter Biden. J'ai fait les grandes lignes. Si vous voulez en savoir plus, j'invite à faire vos recherches. Mais pour le moment, on ferme cette parenthèse. Donc, le premier chapitre des Twitter Files portait sur la décision de Twitter de bloquer cette histoire. Puis les trouvailles de Taibbi, en fait, qui était quand même un supporter de Musk, c'est qu'ironiquement, c'était que le gouvernement avait fait aucune pression pour bloquer l'histoire d'Hunter Biden, entre autres parce que mais tu sais, à ce moment-là, c'était encore Trump qui était le président. Fait que ça faisait pas de sens. Oh ouais. En fait, l'équipe de Joe Biden avait bel et bien demandé à Twitter de bloquer certains contenus issus des courriels, mais c'était plus des tweets du genre l'ancien acteur James Wood qui a partagé des nudes d'Hunter Biden qui avait été trouvé sur son laptop. Okay, ça, ils ont demandé que ça soit supprimé, mais ils n'avaient pas demandé que l'article du New York Post soit supprimé. Donc, la conclusion de Taibbi... Comment James Wood avait eu accès aux nudes? Parce que ça s'était partagé sur le dark web. Oui, ça s'était partagé, puis lui avait décidé de repartager ça spécifiquement pour rire d'Hunter Biden. Mais ça, ils ont demandé que ça soit retiré. Donc, la conclusion de Taibbi, c'était que la décision de bloquer l'histoire du laptop d'Hunter Biden avait été difficile à prendre au sein des décideurs chez Twitter, mais que ça semblait, somme toute, avoir été géré de bonne foi. Quand je te dis un Nothing Burger, oui, c'est ça. Il a aussi partagé des courriels et des messages Slack de Yoel Roth qui montraient qu'il s'opposait à la censure du reportage du New York Post. Donc, même Roth, qui était supposément un grand censeur, pour sa part, était de l'avis, après ça, il l'avait endossé publiquement avec le reste de l'équipe, mais à l'interne, il était d'avis qu'on ne devrait pas censurer cette histoire-là. Mais pour une raison que seuls les MAGA peuvent s'expliquer, ce qu'ils ont compris de ça, c'est que Roth est un méchant gauchiste qui avait essayé de censurer la droite. OK. Suite à ce que ça soit sorti. OK. Ouais. Et Elon Musk a embarqué dans le ciblage de Roth qui représentait à ses yeux l'ancienne garde qui avait fait la promotion de la censure. Donc, il y a une utilisatrice de Twitter qui a repartagé un tweet que Roth avait fait en 2010 où il partageait un article du magazine Salon sur l'âge du consentement en demandant « Can high school students ever meaningfully consent to sex with their teachers? » Donc, la question que Roth posait, c'était « Est-ce qu'un étudiant au high school peut vraiment consentir à une relation sexuelle avec son professeur. » Puis, je suis allé lire l'article qu'il partageait en posant cette question-là. Puis, ça parle d'un juge en Pennsylvanie puis d'un autre dans l'État de Washington qui avait statué que même si un prof de high school couchait avec un élève qui était majeur, parce qu'eux autres, ils terminent à 18 ans, même si l'élève en question était majeur et avait techniquement l'âge du consentement. Il y a une relation de pouvoir. Exact. En raison de la relation de pouvoir, on pouvait pas vraiment juger qu'il y avait un vrai consentement. Fait que c'était une décision qui était peut-être un peu controversée parce que
retirait des droits à des adultes de 18 ans de consentir, mais on jugeait que dans cette situation-là, le consentement pouvait pas être éclairé et libre vraiment. Donc, ça comptait quand même comme une relation non consensuelle. Elon a répondu à ce tweet-là en disant « Ça explique bien des choses ». Puis après, il a partagé une capture d'écran d'un passage de la thèse de doctorat d'Yoel Roth qui portait sur la gestion des données par les applications de rencontres homosexuelles comme Grindr. Puis un passage de sa thèse, puis là, c'était pas le sujet principal, c'était vraiment un passage dans la thèse qui soutenait que les apps devraient en faire plus pour protéger les mineurs qui se retrouvent sur ces apps-là. Qu'il y a bel et bien des mineurs qui se retrouvent sur Grindr et que les apps devraient faire plus pour les protéger. Musk a décidé de présenter ça autrement. Lui, il a dit qu'en fait, ce que Roth disait, c'était plutôt on devrait permettre aux mineurs d'être sur Grindr. Ce qui n'était pas du tout le point qu'il défendait dans sa thèse. De ce qu'il était en train de dire, oui. Il y a des mineurs, il faut en être conscient, il faut les protéger et pas on devrait avoir le droit de coucher avec des mineurs sur Grindr. Mais, OK, fait que Elon Musk avait appris de l'histoire de Pedo Guy en disant, OK, là, maintenant, il faut que je back mes accusations quand j'accuse des gens de pédophiles, mais je vais le faire vraiment tout croche. Oui, c'est ça. En ramenant à l'inverse de ce qu'ils ont dit. Super de mauvaise foi, exactement. Donc, d'un coup, Elon Musk a pris un ex-employé qui avait démissionné, mais en essayant de garder des bons termes, et il l'a publiquement désigné à sa masse en colère comme un ennemi de la liberté d'expression et surtout comme un pédophile homosexuel qui veut coucher avec des ados. Il en a rajouté en disant que Twitter avait refusé de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants pendant des années, en sous-entendant que ça aussi c'était de la faute à Roth, ce qui a été évidemment démenti, c'est pas vrai du tout. Twitter avait posé plusieurs actions pour lutter contre le partage de cyberpornographie et tout ça. Donc, tu comprendras bien qu'en 2 minutes, le téléphone de Yoel Roth était plein d'insultes et de menaces de mort. Il a fallu que lui et sa famille déménagent super rapidement parce que leur vie est en danger. Ils ont reçu des menaces de mort sérieuses. Donc, c'est ça, tu sais, on le comprend, la relation d'Elon Musk avec la censure et la liberté d'expression est à 2 vitesses. Pour les agitateurs de droite, la liberté d'expression est totale. Il a institué Trump et Andrew Tate, entre autres. D'ailleurs, il y a un extrait du livre de Zoe Schiffer, c'est pas si pertinent, mais ça m'a vraiment fait rire. À un moment donné, Musk institue un programme de partage de revenus avec les créateurs qui attiraient du monde sur la plateforme, un peu comme le fait YouTube ou TikTok. Donc, il parle de ça, de ce moment-là où Musk elle parle en fait de ce moment-là où Musk a institué ce partage de revenus. Et l'extrait se lit comme suit, c'est ma traduction. Andrew Tate, un influenceur d'extrême droite qui faisait face à des accusations de viol et de trafic humain en Roumanie, a dit qu'il avait reçu 20 000 $. D'autres créateurs, comme le shitposter, ouais, ça, je sais pas comment. je propose peut-être. C'est accepté par l'Académie française, shitposting. Je propose peut-être caca partageur. Cat Third 2. Il s'assume beaucoup. Oui, donc 4Third2 ont été exclus complètement de la première ronde de paiement. Après tout le contenu gratuit qu'il avait créé pour Twitter, 4Third2 était fru. Voilà, c'est pas vraiment pertinent, mais j'irai à voix haute. Donc c'est ça, l'extrême droite a adoré la position pro-liberté d'expression de Musk. Au début décembre, à peu près 2 mois après l'arrivée de Musk, la recherche du Center for Countering Digital Hate et du Anti-Defamation League, la Ligue anti-défamation, montrait que depuis l'arrivée de Musk, depuis l'achat de Twitter par Musk, l'utilisation du N-word sur la plateforme avait triplé et que les injures contre les hommes gays et les personnes trans avaient augmenté de 58% et de 62% respectivement. Oui, je pense que tu as un rabais sur ta blue checkmark si tu fais des trucs transphobes. Faut juste t'imprimer, c'est comme pour les ingénieurs, faut que tu imprimes 50 pages d'insultes racistes que tu as proférées dans les 30 derniers jours, puis là tu as le droit à ton rabais. Donc, puis en passant, Musk il considère que le CCDH, le Countering Digital Hate, Center for Countering Digital Hate, est responsable de la baisse des revenus d'annonceurs parce qu'ils ont partagé des recherches d'eux-mêmes et ils les ont poursuivis en juillet 2023, mais heureusement pour une fois, il y a un juge le juge a refusé d'entendre la cause en disant que Musk essayait de censurer ses opposants. Ce qui est OK, parfait. Bien dit. C'est ironique bien dit, pour un combattant de la liberté d'expression. Et il est allé en appel, mais là, ça, c'est pas encore réglé. Quand ça le concerne, Musk est un peu moins généreux sa 100%. Liberté d'expression. 6 mois après l'arrivée de Musk, le nombre de demandes de retrait de contenu de la part de gouvernement avait doublé pour atteindre 971 requêtes et elles étaient acceptées 80% du temps, ce qui n'était pas le cas pour d'autres réseaux comme Meta. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est par exemple des gouvernements turcs, des gouvernements qui flirtent avec la dictature beaucoup, demandaient qu'on enlève certains tweets qui allaient à l'encontre, qui critiquaient le gouvernement, qui critiquaient les dictateurs. Et 80% du temps, Twitter, sous Musk, a dit oui. OK. Pour accepter les demandes des gouvernements. Donc, ça jette aussi un peu d'ombre, je trouve, sur sa position de défenseur de la liberté d'expression. Non, mais attends, mais ça, c'est l'ancienne garde qui faisait ça? Non, la nouvelle. Ah, ben oui, OK, oui. Oui, c'est ça. Il acceptait en tout cas au moment où ces chiffres ont sorti, 80% du temps, les demandes de censure de la part de gouvernements dictateurs et autoritaires. Ça paraît vraiment. Ouais.
Et à l'interne, les employés bénéficient pas de la même liberté d'expression non plus que lui veut offrir aux utilisateurs. Après la première vague de renvoi en 2022, il a décidé d'en amorcer une deuxième et cette fois-là, le critère, c'était la loyauté. Fait qu'il a demandé à son équipe d'aller fouiller dans les conversations des employés sur Slack puis de fouiller leurs publications sur les réseaux sociaux et ils ont dû y fournir une liste de tous ceux qui n'avaient pas démontré une loyauté parfaite à son égard. À son égard, même pas à l'entreprise, à Non. lui spécifiquement. Oui. Okay. Donc, s'il avait critiqué Musk dans des conversations privées sur Slack ou s'il avait déjà fait un tweet ou un post Facebook anti-Musk. C'était fini, genre. Exact. Donc, ils sont revenus avec une liste d'une trentaine de noms de gens qui avaient osé dire publiquement qu'ils n'aimaient pas Musk et tout le monde a été renvoyé immédiatement sans avertissement. Puis, je reviendrai pas sur ces mises à pied, là, mais il y a eu 3 grands nombres de mises à pied et en effet, au final, quand je te disais, il a dépassé le 75% qui était appréhendé au début. Puis eux, ils n'ont pas de recours. Tu peux pas poursuivre un employeur si tu te fais mettre à pied sans raison valable. Il y a eu des poursuites. De ce que j'ai vu, la plupart sont pas réglés encore. Je pense que ça va être des trucs qui vont prendre des années. Ouais. Notamment aussi parce qu'ils n'avaient pas payé, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, des frais de... Severance payment. Ouais, c'est quoi le terme pour ça en français? J'ai un blanc de mémoire. En tout cas, bref, l'argent que tu as quand tu es renvoyé, ton 4%. Parfait, là. Il n'avait pas payé 4%, mais oui, il y a eu des poursuites, mais je vais t'avouer que ça là-dessus, j'ai pas d'exemple de où ça a fonctionné ou ça a été réglé. Je pense que c'est important aussi de parler de ces vagues de renvoi-là puis des changements de culture d'entreprise que Musk a opéré chez Twitter parce que je pense qu'à bien des niveaux, il a servi de cobaye pour les oligarques. Tu sais, je pense que les Mark Zuckerberg de ce monde étaient très attentifs à voir ça serait quoi la réponse à ça, le blowback, si tu veux. Puis, ben, la vérité, c'est que, oui, maintenant, Twitter ou X, maintenant, bug plus, oui, le service est moins stable, mais il n'a pas perdu tant que ça. Puis il a coupé énormément des entreprises. Ouais. Mais il n'a pas perdu beaucoup dans les utilisateurs aussi? Les utilisateurs ont baissé. C'est difficile d'avoir des chiffres. Là, je vais y revenir plus tard, j'ai les chiffres un peu plus bas. Mais l'estimation, c'est qu'il a perdu, je pense, quelques dizaines de millions d'utilisateurs sur à peu près 250 millions à la base. C'est pas négligeable. Tu sais, oui, il a perdu des revenus d'annonceurs, mais la vérité, c'est que X est encore là. Puis que tu sais, il a pu diminuer sa masse salariale de plus de 75% sans mettre fin au service. Fait que je pense que puis en faisant reculer aussi les efforts de modération. Puis on l'a vu au début de l'année, hein, tu sais, Meta a coupé dans la modération. Ils ont fait des grosses vagues de mise à pied. Ils ont vu que c'était acceptable, genre, Ouais, tu sais, en 2023, Meta a mis à pied 10 000 personnes. Au début de 2025, un autre 3 600. Puis, tu sais, tous ces services-là, les services de Meta, entre autres, sont beaucoup moins stables qu'avant. Il y a plus de bugs. Mais c'est pas grave parce que finalement, ils perdent pas complètement les utilisateurs. Ils continuent à faire beaucoup d'argent avec ça, t'sais. Donc, je pense que ça a été un cas d'essai. Puis, malheureusement, les oligarques ont fait, on peut se risquer. C'est pas si grave que ça. Puis, pour revenir sur la censure, je veux aussi parler du fameux cas du compte ElonJet. Est-ce que tu connais ElonJet? Non. En fait, c'est ça. C'est un compte qui partageait à partir d'informations publiques l'endroit où se trouvait le jet privé d'Elon Musk. Puis ça a été créé par l'entrepreneur Jack Sweeney. Puis là, je veux pas faire de Jack Sweeney un héros, là. C'est un fan d'Elon Musk, un entrepreneur en herbe. Il a essayé de négocier la fermeture de son compte en échange d'une Tesla ou d'un stage avec Elon Musk. Tu sais, bon, je suis pas en admiration devant Jack Sweeney. C'est pas le point que j'essaye de faire. Mais le compte ElonJet faisait vraiment chier Musk. Déjà en 2021, avant qu'il achète Twitter, il avait offert 5 000 $ pour fermer son compte. Puis c'est là que Sweeney a essayé de contre-négocier. Ça a pas marché. Puis quand Musk a acheté Twitter, il a voulu prouver... pour prouver qu'il était complètement dédié à la liberté d'expression, il a dit, regarde, même le compte d'ElonJet, je le fermerai pas. Parce que je pense qu'il faut permettre à tout le monde de s'exprimer. Oui, c'est ça. Mais je vais fermer plein d'autres affaires, moins médiatisées, mais ça, oui, OK. Ben, celui-là aussi, finalement, parce que... Mais de un, parce qu'il disait que ça mettait sa sécurité en jeu, en fait. Ce qui est un peu exagéré, parce que tout ce que le compte dit, c'est où l'avion a décollé et atterri. Ça dit pas qui était à bord de l'avion, encore moins si Elon et lui-même était à bord de l'avion. Ça arrive souvent que son jet circule sans lui pour des employés, peu importe. Tu sais, en fait, c'est la même chose. Je te dis, hey, Trump est souvent à Mar-a-Lago ou à Washington. Oui, mais après. Oui, c'est vrai que ça donne pas un accès particulièrement utile à lui. Tu sais, je pense que si c'était le cas, Trump serait plus en danger qu'il est présentement. Tu sais, il y a de la sécurité autour de lui, Musk, là. Comment qu'on sache qu'il a atterri? Puis, en effet, la plupart du temps, ce que le compte disait, c'est qu'il se déplaçait entre Austin, où il habite, San Francisco, près de l'usine de Tesla, puis le sud de la Californie, près du siège social de SpaceX. Ce que j'aurais probablement pu deviner sans le compte, là, qui était souvent à ces endroits-là. Puis Musk a menti de toute façon, parce que dans un premier temps, ce qu'il a fait, c'est qu'il a shadowban le compte d'ElonJet.
Tu pouvais plus le trouver en faisant de recherche, puis la visibilité de ses tweets était réduite. Fait qu'il avait pas banni le compte, mais il avait vraiment réduit en portée. Puis le matin du 14 décembre, il a juste carrément suspendu le compte Elon Jet. Puis il a pas juste bloqué son compte, il a aussi bloqué le compte de journalistes qui avaient partagé des articles qui parlaient de la situation, parce que dans leurs articles, il y avait des liens vers le compte d'Elon Jet. Fait qu'il disait, vous avez partagé des liens vers son compte, fait que vous avez fait la promotion de son compte, fait que vous êtes banni de Twitter, vous aussi. Puis c'était des journalistes. Des journalistes. Okay. Mais on dirait des fois, il se fout de quoi ça a de l'air. Parce que là, c'est clair qu'il est super hypocrite là-dedans, mais il s'en branle complètement. Là. Mais je pense qu'il s'en sort, c'est ça l'affaire. C'est que là, il y a eu un gros blowback, les journalistes ont protesté, il a fait un sondage sur Twitter, les utilisateurs ont dit non, tu devrais réhabiliter les comptes de ces journalistes-là. Fait que cette fois-là, ça y est revenu contre lui. Mais il y a tellement d'histoires, on l'a vu depuis le début du podcast, qui était grave, puis il s'en est sorti. C'est l'affaire de Pédoguy, on l'a complètement oublié. L'agression sexuelle, en tout cas le règlement pour une prétendue agression sexuelle avec... le cheval. Oui, il a offert un cheval à une agente de bord de son jet privé. On n'a pas entendu parler. Il y a beaucoup de cas où il a dit des énormités, puis il s'en est sorti. Fait que je pense qu'il est comme, au pire, la loi des probabilités fait que, OK, ça va me péter d'en face une fois sur 10, mais la plupart du temps, je m'en sors. T'sais. Fait que bref, Musk, qui se présente comme un grand défenseur de la liberté d'expression, bloquait les liens vers un compte Twitter qui partageait de l'information publique, mais il n'a pas hésité à acheter sur le bus Yoel Roth pour sa supposée implication dans le blocage des liens vers le New York Post de l'histoire de Hunter Biden, même si ça a été démenti. Quand je te dis que c'est une liberté d'expression à deux vitesses, c'est ce que je veux dire. Il y a un dernier épisode qui parle de censure puis qui m'a fait éclater de rire quand j'ai lu là-dessus, fait que j'avais envie de te le partager. Puis en fait, Zoé Schaeffer a décidé d'ouvrir là-dessus son livre sur cette histoire-là et je la comprends à 100% parce que c'est hilarant. Le 12 février 2023, c'était le Super Bowl. Il avait beau avoir assisté à la game dans une loge qu'on devine luxueuse, il était en tabarnak cette journée-là, puis pas juste parce que les Chiefs venaient de battre les Eagles. Go Birds, pour mes fans de It's Always Sunny. Son problème, en fait, c'est qu'au début de la game, lui et Joe Biden, les deux avaient tweeté leur support aux Eagles, mais le tweet du président avait 3 fois plus de views que le sien. Puis ça faisait plusieurs semaines que Musk voyait ses chiffres baisser sur Twitter. Il avait fait plein de meetings pour essayer de comprendre comment ça se pouvait, comment ça que j'ai moins de views puis j'ai moins de likes qu'avant, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe. J'aime ça que même les personnes à la tête des entreprises ont les mêmes petites insécurités. Là, je suis sûr que Musk se demandait s'il était pas lui-même shadowban. J'ai entendu tellement d'humoristes dire hey, je pense que je suis shadowban parce que mes affaires marchent plus autant qu'avant, mais ouais. Ben, je peux répondre à tes questions. Il a exactement demandé ça. C'est sûr que oui. Sa théorie, en fait, puis dans les meetings, c'était, je pense qu'il y a des employés que j'ai mis à pied qui maïssent puis qui ont laissé des lignes de code pour réduire la portée de mon compte avant de partir. Il a fait un autre meeting après le Super Bowl d'urgence, tout le monde au bureau. Faut trouver pourquoi Joe Biden a plus de views que moi. Pourquoi j'ai pas de views? Ah ouais, c'est fou ça. Pourquoi Joe Biden a plus de views que moi? Fait qu'il y a un ingénieur qui est arrivé puis il a dit, j'ai trouvé l'explication, j'étais allé voir les données Google Trends, puis depuis que vous avez fait l'achat de Twitter, l'intérêt autour de votre nom est en baisse constante, tu sais, puis là, il est à son plus bas depuis des mois. Fait que l'ingénieur a été renvoyé sur le champ. C'était pas la réponse qu'il voulait. Et personne d'autre a osé parler apparemment dans cette réunion-là. Oui, on va continuer à faire d'autres recherches, mais en effet, la vraie explication, c'était que si on se fie à Google Trends, les gens étaient moins intéressés à entendre parler d'Elon Musk que v'là 8 mois. C'est pas une longue histoire, mais je l'adore parce que je trouve que c'est l'illustration la plus claire de sa personnalité. Il est le personnage principal et c'est la seule affaire qui compte. Le chapitre sur Twitter est déjà super long, fait que je vais pas retracer chaque événement là, jusqu'à aujourd'hui. On l'a déjà fait en 2 parties, fait que je pense que ça suffit. Mais il y a une dernière chose dont j'ai envie de parler, le fameux changement de nom de Twitter vers X. Oui. Je te vois satisfait. T'avais peur que j'en parle pas. Je me doutais qu'on allait en parler. Surtout que tu disais qu'il voulait en refaire l'idée qu'il avait eue pour X.com. Ouais. Qui était déjà vraiment con il y a 20 ans. Et c'est pas devenu moins con en 2023. Exact. Donc, Elon Musk capote sur la lettre X. On en a parlé abondamment. Il a même nommé un de ses fils X. Puis c'est aussi le nom du site, justement, le X.com avec PayPal. Et le changement de nom de Twitter vers X semble s'être fait avec la spontanéité et le dédain des règles qu'on commence à connaître à Musk. Le matin du 24 juillet, en fait, la police est débarquée au siège social de Twitter parce qu'il y avait une grue qui est en train de démonter les lettres Twitter sur la bâtisse qui bloquait la circulation et personne n'avait demandé de permis pour bloquer le trafic et faire des travaux. Ce qui s'était passé, en fait, c'est que Musk, la nuit d'avant, s'était mis à tweeter toute la nuit que le site allait changer de nom. C'était un peu décousu, d'ailleurs, ses tweets. Et
tout semble indiquer que c'était pas une décision qui était réfléchie depuis très longtemps. Puis ça veut dire que genre les cadres étaient pas au courant. C'est juste il a choisi ça pendant la nuit puis le lendemain matin. Probablement, tu sais, qu'il en parlait depuis une couple de jours, mais il a décidé de l'annoncer en tweetant dans le milieu de la nuit de façon super décousue. Fait que ça a pas l'air d'une stratégie de Max super claire non plus, là. Mais une fois qu'il a décidé de changer de nom, il est allé all-in. Il a changé le nom des salles des réunions qui ont été renommées Exposure, Exalt et Sexy, tout avec des lettres majuscules dans le milieu des mots. Sexy, c'est vraiment gênant. Ah, t'es-tu prendre une réunion à 9h dans Sexy avec un X majuscule? Il a aussi fait installer un gros X clignotant sur le toit, encore une fois sans demander de permis. Puis les inspecteurs de la ville sont passés 3 fois, puis à 3 fois, ils sont fait interdire l'accès au toit. Comme quoi, encore une fois, les règles s'appliquent pas à lui. C'est pas trop surprenant, il déteste les règles. Il a aussi fait installer des douches dans les bureaux de Twitter parce qu'il dormait souvent là, lui puis son entourage. Sans permis, encore une fois. Il a poussé un des cadres, en fait, à engager des plombiers qui avaient pas de permis pour faire la job. Le cadre en question, il a répondu, c'est illégal. Puis non seulement c'est illégal, mais ça va à l'encontre de nos contrats avec les propriétaires de l'immeuble parce qu'ils louaient ces immeubles-là. Puis il s'est fait répondre, on s'en sac. En fait, puis il a même demandé, en tout cas, de refaire de l'électricité à mener dans les plafonds des SEM. T'es comme, non, mais je peux pas faire ça. Puis je suis pas un électricien. Il a demandé à un employé de faire l'électricité. Au cadre de genre, tu peux-tu? Puis il était comme, non, mais on fera pas faire ça, on n'a pas les permis, tu sais. Puis en fait, ce qui a vraiment fâché l'équipe de Musk, c'est qu'il a gardé des traces écrites de tout ça. T'es comme, non, mais à quel point t'es con? Évidemment, faut pas que tu laisses de traces écrites, c'est illégal ce qu'on fait. Je viens de te le dire que c'était illégal, oui. Ils ont aussi demandé d'installer des chaufferettes dans les bureaux, ce qui reposait un risque d'incendie parce que c'est pas fait pour ça, c'est des chaufferettes qui sont faites pour l'extérieur. Ils voulaient aussi installer, ils étaient comme, OK, mais si on fait ça, on va changer les serrures, je vais mettre des serrures qui se débordent toutes seules s'ils détectent que le feu prend. Puis ça, ils ont dit non, ça, tu peux pas, ça coûte trop cher. Puis l'ambiance devait être super dans les bureaux à ce moment-là parce que Musk et son équipe avaient aussi fait renvoyer la majorité de l'équipe d'entretien ménager. Il paraît que ça puait quelque chose d'impressionnant. D'autant plus que les salles de réunion étaient pleines d'ingénieurs de 19 ans qui campaient là sous les ordres de Musk. Je devine l'odeur. Il a aussi essayé de convaincre Tracy Hawkins, qui était la VP de l'immobilier à ce moment-là, d'arrêter de payer les propriétaires des immeubles à bureaux de Tesla que Twitter louait, parce que ça lui coûtait 130 millions par année. Puis elle a fini par démissionner parce que, de un, ça allait détruire sa réputation dans le milieu, et de deux, c'est criminel. Puis elle a même poursuivi, en fait, Twitter pour l'avoir poussé à commettre des actes criminels sous menace de perdre son emploi. Est-ce qu'il refusait de payer le loyer? C'est vraiment... Oui, parce qu'il voulait sauver de l'argent sur le loyer, puis t'es comme, non, mais il charge trop cher. Il charge trop cher, qu'on paiera pas. Exact. Ce qui est, en tout cas, à essayer avec vos proprios, tout le monde à la maison, parlez-moi, vous m'écrirez les résultats en courriel. Puis, il y a une histoire qui est complètement cinglé, là. Musk, quand il a acheté Twitter, la compagnie avait 3 sites de serveurs. Avec la redondance, comme ça, s'il y a un serveur qui plantait, tous les serveurs fonctionnaient à 60%. Fait que si jamais un des serveurs plantait, les 2 autres pouvaient prendre la charge supplémentaire sans que ça affecte le service. L'affaire, c'est qu'il y a une des fermes de serveurs qui était à Sacramento, en Californie, puis c'est un endroit qui était loué, et ça coûtait 115 millions par année à Twitter. Donc, je peux comprendre que ça soit rationnel de se dire, hey, on va rapatrier ces serveurs-là à un autre lieu où on sera propriétaire, ou peut-être un autre endroit qui peut nous les louer moins cher, ou peut-être qu'on va négocier le prix. La solution de Musk est un petit peu moins rationnelle. Il était comme, non, il faut qu'on déménage ça tout de suite. T'sais. Fait que ces ingénieurs, ils ont dit, non, c'est compliqué de déménager ces serveurs-là. Si on veut les amener vers notre centre à Portland, ça prendrait 6 à 9 mois à peu près. Quand ils ont expliqué ça, il a dit, arrêtez de parler, vous me donnez trop d'informations, j'ai mal à la tête, je me sens comme l'emoji avec la tête qui explose. Fait que, je sais pas, c'est peut-être un autre trou dans son armure de génie. Puis là, le 23 décembre... C'est le seul moyen qu'il y a de définir comment il se sent, c'est selon un emoji. Genre là, je me sens comme celui-là. Là, je me sens comme celui-là. Oui. Comme les enfants, tu sais, avec les tableaux là, pour décrire leurs émotions, là, oui, il est à ce niveau-là. Fait que le 23 décembre 2023, Musk est en avion, puis avec des membres de son entourage, puis là, il parlait de ça, puis il était en crise, puis son cousin, James Musk, lui a dit, ben pourquoi on le fait pas nous-mêmes? Fait qu'il a regardé, il était allé voir le pilote, puis il a dit, vire de bord, on s'en va à Sacramento. Ils sont arrivés le 23 décembre au soir. Ils ont loué une Corolla parce que c'était le seul char encore disponible. Ils sont entassés dans la Corolla. Grimes était là, était assis sur ses genoux. Puis ils sont rendus chez la compagnie NTT qui hébergeait leur serveur dans le milieu de la nuit, le 23 décembre au soir. Ils sont rentrés dans le centre devant un gardien de sécurité qui était apparemment complètement flabbergasté. Il y avait 5200 racks de 30 serveurs à déplacer. Puis, ben c'est ça, puis il pensait qu'il les mettrait encore là, genre?
Non, mais écoute, il y a un des employés de NTT qui a dit « Ouais, c'est ça, c'est pas si simple. Déjà, il y a des panneaux au sol. On passe les fils en dessous du sol avec des panneaux, un peu comme du plafond suspendu, mais des panneaux de sol en métal. Tu sais, déjà, il faut engager un contracteur pour lever ces panneaux-là. On peut pas juste... Fait que moi, ce qu'il a regardé, son garde du corps, il a dit « C'est un couteau? » Ouais, il a pris le couteau, puis il s'est mis à arracher les panneaux lui-même, puis il a rampé en dessous, puis il s'est mis à débrancher les fils. Fait que là, il a fait, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Le lendemain, là, on était le 24 décembre. Il a demandé à ses employés d'aller acheter 2000 pièces de AirTag au magasin d'Apple, puis 2500 pièces d'outils au Home Depot, genre des bolt cutters, des pieds de biche. Puis il a fait venir un truck de Boring Company, puis des employés de SpaceX le 24 décembre, puis ils se sont mis à loader eux-mêmes les serveurs à la main. Voyons donc. Mais puis en plus... Ton boss te demande de rentrer un 24 décembre pour faire une tâche qui est même pas de la... Qui est non seulement pas ta tâche, mais qui est même pas de la même compagnie. Là. C'est ça. Je suis pas employé par cette compagnie-là. Comment tu vas être payé? Ben, tu seras pas plus payé que d'habitude. T'es payé à l'année, oui. Peut-être que certains vont écouter ça et trouver que ça a l'air badass, mais... Il y a une couple de problèmes. Premièrement, personne n'avait jamais loadé un camion, il n'y avait pas le bon matériel et apparemment ça allait tout croche, c'était super long. Puis d'autre part, il n'y avait pas l'autorisation de NTT de fucker le locaux puis de se mettre à arracher des panneaux puis de faire rentrer aussi n'importe qui dans des entrepôts qui sont super sécurisés parce qu'il y a des serveurs de plusieurs sites web avec de l'information confidentielle. Fait qu'ils ont ordonné d'arrêter. Il a pris une couple de jours de pause, le temps de fêter Noël, puis il a engagé des déménageurs qui ont trouvé sur Yelp qui chargeaient 20 piastres de l'heure. Je sais pas si t'as déjà vu des déménageurs, Colin, mais à 20$ de l'heure, je laisserais même pas déplacer mes magazines, là. Mais puis pourquoi? Il est cheap sur des affaires tellement weird et spécifiques. Ouais, OK. Puis les serveurs, non seulement, bon, c'est ça, il a engagé n'importe qui, mais les serveurs étaient pleins d'infos confidentielles, tu sais. C'était les infos des utilisateurs de Twitter. Fait que t'as des adresses, des mots de passe, des communications privées, des numéros de carte de crédit. Et qu'est-ce qui protégeait toutes ces informations super précieuses? Des cadenas qui ont mis ces camions qui ont acheté au Home Depot. Ils s'en sacent complètement de la sécurité des utilisateurs. Puis c'est aussi pas impressionnant parce qu'une raison pourquoi les ingénieurs estimaient que ça prendrait de 6 à 9 mois, puis c'est pas juste parce qu'ils sont trop paresseux pour loader des camions, là. Pendant 2 mois, Twitter était déstabilisé. Il y avait beaucoup de lignes de code, en fait. La raison pourquoi c'était déstabilisé comme ça, c'est qu'il y avait beaucoup de lignes de code dans la structure de base qui référaient spécifiquement au serveur de Sacramento. S'ils étaient plus là. Fait que si les serveurs étaient plus là, ça fonctionnait plus, même si t'envoyais la charge chez les autres serveurs. Puis ça, ben, pas personne n'y avait dit, mais il avait pas écouté, en fait. Fait que ça a déstabilisé Twitter pendant des mois. Puis ça, c'est sans compter le risque de sécurité. Ils ont été super chanceux que personne vienne voler les camions. Ouais. Parce que ça avait été volé, justement, c'est un leak gigantesque d'informations. Puis de son propre aveu, en fait, même Elon Musk a fini par avouer que toute cette aventure-là était un désastre et qu'il aurait pas dû le faire. Puis ça a encore plus érodé la confiance des utilisateurs puis des annonceurs envers Twitter. Tu posais la question au dernier épisode, comment va Twitter ou plutôt X maintenant. Ouais. Difficile de le dire, vu que la compagnie est rendue privée, c'est plus des chiffres qui sont publics. Par contre, on sait que le nombre d'utilisateurs et le revenu a baissé de façon constante depuis que Musk a pris les rênes. Puis je te dirais, il y a un indice qui ment pas. Le 28 mars 2025, donc au moment où on enregistre, ça fait un peu moins de 2 semaines, Elon Musk a vendu X à une autre de ses compagnies qui s'appelle XAI. Oui, encore X, c'est une obsession, pour 33 milliards de dollars. Et je te rappelle qu'en 2022, il a payé 44 milliards de dollars. Donc, de sa propre évaluation, depuis... Ça valait moins. Ça vaut le quart de moins depuis 3 ans. Puis il n'y a pas... Là, on va rentrer dans des affaires super techniques que moi et probablement toi non plus, on comprend pas très bien, mais moi, j'avais vu un truc que probablement que ça, c'était volontaire parce que si tu dis que tu as perdu 18 milliards, tu as moins d'impôts à payer, justement. Possible. Ouais. C'est très possible. Je le sais pas, mais il reste que... Si on n'a pas les chiffres sont pas publics, mais on a une bonne idée quand même que ça vaut plus du tout ce que ça valait. Ouais. Puis, dernière affaire, et après, on termine le chapitre sur Twitter, mais celle qui a fini par devenir PDG, parce que c'est plus lui le PDG de Twitter, c'est une femme qui s'appelle Linda Yaccarino. Puis, à un moment donné, elle faisait une présentation sur Twitter je pense que c'est une entrevue pour un TED, mais je peux me tromper. Elle a montré la page d'accueil de son téléphone, puis elle avait l'app de Facebook, elle avait l'app de la Bible, mais elle avait pas l'app de X sur sa page d'accueil de son cell. OK, c'est quand même nice. Donc, c'est la fin du chapitre de Twitter et j'ai une grande annonce à te faire, Colin. On est déjà rendu à la conclusion de cette première saison. Yes! Ça a pris quoi, 8 heures? Probablement plus que 8 heures. Faudrait qu'on comptabilise, mais ouais, dans ces eaux-là, ouais.
sais, je t'ai dit au début de tout qu'on allait arrêter le portrait d'Elon Musk avant les élections, mais en conclusion, je vais me permettre quand même une parenthèse, un petit détour pour essayer d'expliquer comment il a pu passer d'un milliardaire démocrate, dans le sens du Parti démocrate, là, pas dans le sens de son grand attachement à la démocratie, à une figure de l'extrême droite qui a acheté l'élection pour Donald Trump. Pourquoi c'est arrivé? Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule explication à ça. J'en ai noté plusieurs que j'aimerais partager avec toi. Une chose est sûre, l'explication, c'est pas qu'il s'est découvert un grand respect pour Trump, parce que de base, il aimait vraiment pas Trump et il le respectait pas. Il a été critique de lui en 2016 pendant les élections. Il a appuyé Hillary Clinton en 2016. Il a déclaré à CNBC: il ne semble pas avoir le genre de personnalité qui donne une bonne image aux États-Unis. Puis au premier jour de la présidence de Trump... Je vais lui donner ça. Il avait raison. Il était spot on. Nailed it. Au premier jour de la première présidence de Trump, il était invité avec d'autres PDG à venir le rencontrer à Maison-Blanche, puis une deuxième fois quelques semaines plus tard. Et il se disait, j'espère que son image comme candidat, là, c'était juste une image qui, dans le fond, il faisait ça pour le show pendant les élections, mais que comme président, il avait des idées beaucoup plus rationnelles et réfléchies. Puis il est revenu de ces deux rencontres avec la certitude que ce qu'on voyait de lui était exactement qui il était. Et il a même dit, Trump est peut-être un des meilleurs bullshitters de tous les temps, comme mon père. La bullshit, oui, okay. La bullshit peut parfois désarçonner le cerveau. Quand tu vois Trump comme une sorte de performance d'escroc, alors son comportement fait un peu plus de sens. Puis même quand il a pris le contrôle de Twitter, en fait, son idée sur Trump avait pas encore complètement changé. Il avait confié à Isaacson à cette époque-là, en 2022. Je veux éviter toute la bullshit avec le compte de Trump. S'il a commis des actes criminels, on dirait de plus en plus que c'est le cas. C'est pas correct. Renverser la démocratie, c'est pas ça la liberté d'expression. OK, mais à ce moment-là, il arrêtait pas de marteler le fait qu'il allait réinstaurer le compte de Trump, non? Oui, je pense que c'est encore naïvement sa défense de la liberté d'expression à ce moment-là. Il était pas encore passé dans le camp de Trump, okay. Mais ça a fini par changer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le premier facteur, en fait, c'est aussi niaiseux que le Parti démocrate et Joe Biden ont froissé son ego. Il y a la sénatrice Elizabeth Warren qui l'a accusé publiquement d'être un profiteur qui paye pas d'impôts. Ça l'a vraiment froissé. Il considère être la personne qui paye le plus d'impôts de l'histoire. D'une part, je m'en vanterais pas parce que ça veut juste dire que t'as accaparé plus de richesses que n'importe qui dans l'histoire. Et de deux, c'est pas vrai. En fait, il y a une année où il a vendu beaucoup d'actions de Tesla et là, il a payé 11 milliards d'impôts, ce qui était une somme record, je pense. Mais généralement, il paye pas beaucoup d'impôts parce que tous ses avoirs, toute sa richesse sont en actions. Et tant qu'il les décaisse pas, ça compte pas comme un revenu. Et il fait la technique que la plupart des milliardaires font, en fait, où ils empruntent de l'argent pour vivre, puis qu'anyway, l'intérêt qui se fait charger vaut beaucoup moins que tout ce qu'il gagne en une année. Fait qu'il en paye pratiquement pas. Oui, parce qu'à la fin de l'année, il est comme, ben oui, j'ai emprunté 1 million, puis j'ai dû remettre 1,3 million. Fait que voilà, j'ai perdu 300 000 cette année. Il paye pas d'impôts. C'est la technique qu'il utilise le plus souvent. Puis c'est pas le seul démocrate qui l'a froissé. Il y a une membre démocrate de l'Assemblée en Californie, Lorena Gonzalez, qui a tweeté « Fuck Elon Musk », ce qui a vraiment pris personnel aussi. Mais surtout, il y avait du beef avec Joe Biden. Mais c'est assez direct. Oui, c'est assez... On va saluer Lorena qui assume ses opinions. Il y avait surtout du beef avec Joe Biden, en fait. Joe Biden, pendant son mandat, il a visité beaucoup d'usines automobiles, notamment de GM, parce que leurs membres étaient syndiqués, puis que les syndicats étaient des gros donateurs démocrates, et Tesla est notoirement anti-syndicaliste. Donc, dans une visite de GM à Détroit, Biden a eu le malheur de dire que la PDG avait été la leader de l'électrification des transports, et Musk considère, lui, que cet honneur-là lui revient. Il l'a pris personnel. Mais je le comprends. En plus, il a payé vraiment cher pour pouvoir faire croire qu'il avait fondé Tesla. Fait qu'après ça, tu veux pouvoir le dire. Hein. Mais à sa défense, il avait raison de dire que, en tout cas, GM n'était pas un leader parce que dans le premier quart de 2021, apparemment, GM a vendu 26 voitures électriques dans tous les États-Unis. Okay. Contrairement à plusieurs centaines de milliers pour Tesla. Après, est-ce que Musk devrait prendre le mérite ou Tesla? Bon, ça, je vous laisse en débattre. Et cet épisode-là a créé une grosse tension, en fait, entre l'administration Biden et Elon Musk, à un point où des conseillers de Biden qui, eux, appréciaient Tesla et conduisaient eux-mêmes des Tesla, sont allés le rencontrer en personne pour s'excuser au nom du président. Puis ils ont même promis que le président allait publiquement dire des choses gentilles sur Tesla pour s'excuser et se racheter. Mais ça n'a pas trop marché. Puis ce qui semble clair, c'est que Joe Biden aimait pas beaucoup Elon Musk non plus. Il y a plusieurs fois où il a fait des moqueries publiquement, qui a un peu ri de lui puis ses fusées. On voit que Joe Biden avait pas beaucoup de respect pour Elon Musk
et c'était réciproque. Puis en fait, Musk disait qu'à un moment donné, ils sont allés dîner ensemble, puis il est ressorti de là en disant Joe Biden est complètement ennuyant. Il y avait vraiment pas de flamèche entre les deux. Donc ça, c'est une des pistes d'explication, je pense. Il aimait pas Joe Biden et il s'est senti froissé et attaqué par le Parti démocrate et attaquer l'ego d'un milliardaire avec l'intelligence émotionnelle d'un adolescent, c'est risqué. Un autre facteur qui a séparé Musk des démocrates puis que je pense qu'il a radicalisé à droite, c'est la COVID. Il a été obligé de fermer son usine en Chine. Il y a une usine de Tesla à Shenzhen en Chine qui a été fermée par les autorités pendant la première vague. Ça, il n'a pas eu bien de choix parce que c'est un petit peu plus dur de s'obstiner que le gouvernement communiste chinois. Mais aux États-Unis, il a été obligé temporairement de fermer son usine en Californie. Puis il a refusé en fait de suivre les directives. Il a gardé l'usine ouverte. Puis il a défié les shérifs de venir l'arrêter. Et c'est ça. On l'a vu, s'il y a une constante depuis le début, c'est que les règles s'appliquent pas à Elon Musk parce qu'ils sont jamais fait arrêter. Ils ont fini par faire une entente avec lui où il avait le droit de garder l'usine ouverte s'il mettait en place certaines mesures sanitaires, là, notamment des masques et tout ça. Mais ça l'a vraiment frustré. Il trouvait que le gouvernement, surtout le gouvernement californien, mettait trop de règles, s'immisçait trop dans les affaires des entrepreneurs. Et il disait que les États-Unis, pour lui, ça avait été le land of opportunities, le royaume des opportunités, mais que maintenant, c'était le royaume des règles et de la législation. Et ça l'a beaucoup radicalisé. Puis c'est même mis à partager des théories conspirationnistes que son père lui envoyait. Il était pas en contact, mais il partageait un peu des théories du complot avec son père. Oui, attends, fait que genre son père il envoyait oui. comme certains de nos oncles, il envoyait des liens devant des affaires. Je comprends, Musk répondait pas nécessairement, mais il s'est quand même mis à repartager certaines de ces théories-là. Okay. Il y a aussi des gens. Puis c'est ça, excuse, avant de passer à autre chose, et puis il a dit, tu sais, de son propre aveu que ses chicanes avec la Californie autour de la COVID, ça l'a radicalisé vers la droite. Il a probablement pas dit radicalisé, mais que ça l'avait poussé à droite. Il y a des gens qui pensent que son passage vers le camp Trump aussi, c'était une tactique pour vendre plus de chars, qui se disent, bon, il avait vendu toutes les Tesla qu'il pouvait vendre à gauche, fait qu'il s'est dit, maintenant, il faut que j'en vende aux rednecks de droite. Je sais pas si j'achète complètement cette théorie-là, honnêtement, ça me semble un peu mince, mais ça se peut. Il y a un de ses anciens amis qui s'appelle Philip Lowe qui, lui, croit que c'est le cas. Philip Lowe, c'est le PDG d'une compagnie qui s'appelle, un petit peu, j'ai le nom ici, Neurovigil, qui font des moniteurs d'activité cérébrale, là. En tout cas, bref, une affaire un peu nichée. Puis il était ami avec. Et après le fameux salut nazi à l'inauguration de Donald Trump, Lowe a partagé sur sa page Facebook un post que je vous invite à lire, là, c'est vraiment intéressant, où il fait un peu son analyse de la personnalité d'Elon Musk, mais je vais vous résumer les grandes lignes. Donc il dit, selon moi, Musk c'est pas un nazi, parce que les nazis pensent qu'une race est au-dessus des autres, mais Musk lui pense qu'il est le seul à être au-dessus des autres. c'est un point intéressant. Ouais. Puis il pense aussi que ces histoires d'étendre la conscience humaine ou de défendre la liberté d'expression, c'est de la bullshit, que Elon Musk avant tout a soif de pouvoir et il s'est dit que ça serait plus facile d'avoir du pouvoir, de contrôler Trump et les républicains que le Parti démocrate, en fait. Il pense aussi que Musk a réalisé qu'on ne réussira pas à terraformer Mars de son vivant, puis qu'il tient à avoir sa planète, puis il s'est dit ça peut pas être Mars, ça va être la Terre. Et si je veux avoir du pouvoir, ben ça va être en me rangeant du côté des républicains. Ce que j'ajoute un peu plus que la théorie qu'il voulait juste vendre plus de chars, là. Bon, il reste que c'est pas une source complètement neutre, là. Lowe et Musk, clairement, ont une chicane personnelle, donc il y a du ressentiment personnel là-dedans, mais il reste que je pense que ça apporte un éclairage intéressant. Faut pas non plus sous-estimer l'influence des broligarques, là, dont on a beaucoup parlé dans le chapitre sur PayPal. Les Axios racontent qu'en 2022, Musk a organisé un party pour souligner l'ouverture de la Gigafactory de Tesla au Texas, puis a invité des anciens de PayPal comme Luke Nosek, qui fait partie du Rockbridge Network avec J.D. Vance, dont je t'ai parlé, et qui est un grand libertarien. Et Nosek en a profité pour inviter des invités de marque tels que Joe Rogan et Jordan Peterson. Oui, okay. Puis après le party, toute cette belle gang d'illustres penseurs sont allés chez Nosek et ont parlé de politique et de politique libertarienne jusqu'à 3h du matin. Bon, je reste réaliste, là, je pense pas que Musk est influençable au point qu'un party l'a fait complètement virer de capot et qui sait, peut-être. En même temps, il a pas vécu beaucoup de parties, fait que ça se peut. Il y a encore le petit adolescent blessé qui était à 10 pieds de sa sœur quand il sortait dans les bars aussi. Peut-être, oui, complètement d'accord. Puis, tu sais, sans penser que c'est ce party-là qui a été le point tournant, il reste que la Silicon Valley regorge de milliardaires libertariens parce que ça sert bien leurs intérêts. Puis, je pense qu'ils baignent aussi dans cette chambre d'écho-là, tu sais, qui est complètement anti-régulation. Mais
la plus grosse raison, en tout cas, selon la plupart des analyses, ça serait peut-être la transition de sa fille Viviane et la panic woke qui s'en est suivie. Puis là, je veux faire attention, je veux pas faire de Viviane la vilaine. Puis c'est ce qu'a reproché, en fait, au livre des Actions, que ça la dépeignait un peu comme la vilaine qui avait obligé son père à se radicaliser à droite. Je pense que c'est injuste, là, en effet. Il est responsable de ses actions ici. Supposément un génie, un grand penseur, il devrait être capable de penser par lui-même au-delà de ses petits bobos avec sa fille. Mais c'est clair que ça a changé de quoi en lui. C'est vraiment après ça qu'il s'est mis à embrasser publiquement la droite. Il s'est mis à être obsédé par ce qu'il appelait... C'était en quelle année la transition de Viviane? Elle a commencé à 16 ans, donc en 2020 à peu près. Fait que au courant de la pandémie, puis c'est vraiment là où on a vu Musk changer et se mettre à parler contre le virus woke. Là. Oui, OK. Puis ça, c'est avant qu'il achète Twitter. Oui, 2 ans avant. OK. Mais voilà. Fait que c'est ça. À partir de ce moment-là, il s'est mis à être obsédé par ce qu'il appelle le woke mind virus. Il dit que c'est à cause de ça que Viviane a fait sa transition et qu'elle est devenue anticapitaliste. Mais il dit aussi qu'il déteste l'idéologie woke pour 2 raisons. Parce que lui, c'est une idéologie anti-science qui nuit au progrès humain. Ce qui est ironique considérant que l'administration Trump a muselé sévèrement les scientifiques et coupé le financement. Et aussi parce que les woke tuent l'humour. Oui. Il aime les jokes edgy. Puis là, je sais que les plus gros guillemets de la Terre. Et il juge que les woke veulent juste canceller des humoristes qui osent repousser les limites comme le pauvre Dave Chappelle, qui veut faire des blagues anti-trans. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, là, la fois que Dave Chappelle a fait monter Elon Musk sur scène. Non, je me rappelle pas de ça. Ça fait une couple d'années, là, pendant la pandémie. Dave Chappelle a fait « Hey, j'ai avec moi un invité spécial, c'est l'homme le plus riche de la planète. » Puis Musk est venu sur scène, puis il s'est fait huer par les fans de Chappelle. Et puis apparemment qu'après, Musk a eu vraiment de peine, qu'il était sous le choc, qu'il s'attendait pas du tout à ça. Fait qu'il n'hésitait pas à l'inviter. J'adore ça. Colin, tu pourrais peut-être l'inviter à ton prochain show. Oui, parfait. Oui. S'attends-tu de venir au café Cléopâtre? Come on, là. C'est ça. Dans son analyse, le Parti démocrate, c'est le parti woke, puis c'est pour ça qu'il fallait appuyer Donald Trump, parce que c'est le seul qui se bat contre les woke, même si il y avait peut-être pas tant d'acquaintance personnelle avec Donald Trump. Puis, tu sais, je pense qu'un autre facteur qu'il faut pas négliger, on peut pas être naïf, on est en train d'assister à naissance, en tout cas, je suis pas un gouvernement fasciste, mais définitivement une oligarchie aux États-Unis, ou pas à la naissance, parce que je pense que c'est un processus qui était déjà bien entamé, mais à la solidification d'une oligarchie aux États-Unis. Et Musk, en tant qu'homme le plus riche de la planète, ben, il en bénéficie directement. C'est hyper avantageux. Grâce à l'administration Trump, SpaceX est maintenant éligible à 42 milliards US en contrat pour fournir Internet dans des régions rurales, alors qu'en était exclu sous Biden. On parle également de SpaceX qui pourrait remplacer les employés de la FAA, en plus de plusieurs autres milliards en contrats publics. Il y a des rumeurs comme quoi le gouvernement américain serait en train d'autoriser un contrat de 400 millions pour acheter des Cybertrucks blindés pour les forces armées. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Je pense que dans les prochaines années, on manquera pas de nouvelles révélations de contrats juteux qui ont été versés aux entreprises de Musk, si la presse survit, évidemment. Mais attends, ils veulent faire des espèces de tanks, des Cybertruck tanks? Ça serait, en fait, pas tant pour le combat, mais ça serait des véhicules blindés pour transporter des officiels, par exemple des dignitaires, dans des zones de combat en sécurité. C'est donc des véhicules de transport blindés. Mais ça a tellement pas de l'air de véhicule fiable, de toute façon, ça a l'air d'être la dernière affaire que tu veux avoir. Moi, je pense que c'est le pare-choc décolle au froid. Oui, c'est parce que la colle est pas bonne. Ça donne pas confiance du tout. Là. Mais ça fait longtemps que la logique a évacué les décisions américaines. Donc, tu sais, je pense que le passage de Musk en politique, c'est le résultat d'un peu tous ces facteurs-là. Je pense que c'est Viviane. Je pense que c'est les bénéfices personnels qu'il peut en tirer. Je pense que c'est la soif de pouvoir. Tu sais, je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais petit rayon de soleil dans la noirceur. En ce moment, il paraît que les relations entre Musk et l'administration Trump sont rendues très mauvaises. Que Trump aurait confié à des proches que Musk est à veille de quitter. Et qui sait, peut-être que le temps que vous écoutiez ce podcast. Je pense que ça se peut. Honnêtement, les trucs qui se passent vraiment vite, ça se peut très bien que le temps que ça sorte, il se soit passé quelque chose. La semaine qu'on enregistre en ce moment, ce que vous écoutez, il s'est chicané publiquement avec Peter Navarro, qui est le conseiller financier numéro 1 de Trump, au sujet des tarifs, puis il s'est mis à attaquer les tarifs publiquement. Donc, pour moi, ça sent le début de la fin. Peut-être qu'au moment où vous nous écoutez, Musk est déjà plus impliqué directement en politique. Et où est devenu président. Ça peut aller either way à ce point-ci. Là. Voilà, fait que c'est ce qui conclut. Colin, après plusieurs heures d'écoute sur Trump, mon Dieu. Quel lapsus. Après plusieurs heures d'écoute sur Musk, t'en penses quoi maintenant? Est-ce que ton opinion a changé? Je vais commencer par cette question-là. Je pense que j'aurais besoin de 2 semaines pour prendre du recul puis avoir une vraie opinion de qu'est-ce que j'en pense maintenant. Je sais pas si mon opinion a changé tant que ça.
J'ai apprécié qu'il y a eu certaines nuances. Il y a certains memes que je vois sur Musk qui sont faciles que dans lesquels t'es pas allé, justement, à quel point il a grandi dans la richesse ou des trucs comme ça. Mais somme toute, l'idée que j'ai de la personne est pas mal la même, en fait. C'est ça. Il y a des affaires que t'as un petit peu débunkées, puis il y a des affaires desquelles j'étais pas au courant qui m'ont surpris, mais j'ai l'impression que mon feeling général reste assez similaire. C'est un peu, si je peux me permettre, le même cheminement que j'ai fait, en fait. Où j'aimais pas Musk avant de commencer, pour ses actions qu'on connaît, et je l'aime toujours pas. Pas pour les mêmes actions, genre. Non, finalement. Aussi pour les mêmes, c'est son implication en politique, son support à la droite nazie, l'espèce d'hypercapitalisme aussi, tout ça. Fait que ça a pas changé. Par contre, j'ai vraiment l'impression de mieux le comprendre. Je comprends mieux comment il pense et pourquoi il agit comme ça. Tu comprends? C'est ça qui a changé pour moi, en fait. Ouais. C'est que maintenant, je le vois, puis il y a une logique dans ses actions. C'est une logique que je peux pas appuyer, puis qui semble complètement folle de l'extérieur, mais je comprends il est qui plus. À certains moments, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces décisions qui feel très arbitraires, puis même en ayant entendu parler pendant 8 heures, si j'avais à prédire son prochain move, souvent ça irait pas. Tu sais, il va quand même dans plein de directions. Ce qui, moi, me donne l'impression que le côté addict consommation fit un peu peut-être dans l'idée que j'ai du gars aussi. Mais ouais. C'est complètement possible. Écoute, pour peut-être sceller mon opinion et j'espère la vôtre sur Elon Musk, je vais conter une dernière histoire, une ultime des dernières qui résume bien, je pense, ce qu'il faut retenir selon moi d'Elon Musk. À la fin de 2021, David Beasley, qui était à la tête du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, a déclaré que pour 6 milliards, les milliardaires du monde comme Musk et Bezos pourraient nourrir 42 millions de personnes qui font face à la famine. Donc, on a beaucoup publié ça, tu en as déjà parlé, là, disant qu'il pourrait régler la faim dans le monde. C'est pas exactement ce que Beasley disait. C'est qu'il pourrait nourrir tant de personnes. Mais il pourrait régler la faim la plus urgente. T'sais, les gens qui sont menacés de vie ou de mort du jour au lendemain en cause de la famine, ça, on pourrait l'éradiquer complètement pour 6 milliards. Ce qui est genre moins de 2% de sa richesse. Exactement. En ce moment, peut-être pas à ce moment-là, mais ouais. Oui, c'était 2% à ce moment-là. Okay. Donc, en réponse à ça, Musk a tweeté « Si le PAM, le Programme alimentaire mondial, peut m'expliquer dans ce thread Twitter comment 6 milliards pourraient régler la faim dans le monde, je vais vendre des actions de Tesla immédiatement. » Fait qu'une couple d'heures plus tard, David Beasley lui répond « Je peux venir te rencontrer tout de suite si tu veux. » Et non, 6 milliards, ça va pas régler littéralement la fin dans le monde, mais ça pourrait sauver les 42 millions les plus à risque et vraiment aider à calmer l'instabilité politique mondiale aussi puis les crises migratoires, en fait. Donc, Musk a dit, je veux voir les détails comptables, puis je veux que ça soit accessible, ouvert au public pour voir que vous cachez pas d'argent. Puis on a profité après pour partager un article qui alléguait que des casques bleus de l'ONU avaient agressé sexuellement des enfants en Afrique en 2014 parce que, bon, visiblement, traiter le monde de pédophile, c'est son loisir. Mais ouais. En plus de ce que je comprends, le PAM puis l'ONU, le PAM puis les casques bleus sont pas liés directement. Oui, dans le sens que les casques bleus, c'est les soldats de l'ONU, puis le PAM est un programme de l'ONU, mais après, c'est pas le programme de David Beasley, puis c'est certainement pas David Beasley lui-même qui avait agressé. Puis j'en doute pas que c'est arrivé des casques bleus qui ont agressé sexuellement des enfants, malheureusement. Oui, mais ça... Mais l'hommerie, mais je vois pas en quoi ça détruisait l'argument de Beasley que 6 milliards pourrait aider à soulager la faim dans le monde. Puis, mais il devait se douter déjà que le gars était de mauvaise foi, par exemple. Exactement. Mais Beasley a été bon, il a pas répondu aux attaques pédophiles weird, mais quelques jours plus tard, il a partagé un programme relativement détaillé, là, un programme une note de 1000 mots qui expliquait comment la somme serait dépensée puis à quoi qu'elle servirait directement. Puis ça, comme on rappelle, comme tu l'as dit, il demandait 2% de la richesse de Musk à ce moment-là. Fait que qu'est-ce que Musk a fait en réponse? Il a fait un don en actions de Tesla d'une valeur de 5,7 milliards à une fondation inconnue. Mais qui n'était pas ça. Qui n'était pas le PAM. Et la fondation est restée inconnue jusqu'en 2022, quand Bloomberg a dévoilé que l'organisme à laquelle il avait versé 5,7 milliards de dollars en actions était sa propre fondation. La fondation Musk. Oui, il a donné à sa propre fondation. Et qu'est-ce que fait la fondation Musk? Elle finance la recherche pédiatrique. Bon, ça, on voit le lien avec son premier fils qui est mort du syndrome de la mort subite du nourrisson. Mais surtout, elle finance la recherche sur l'espace, sur les énergies renouvelables et sur l'intelligence artificielle. Fait que oui, spécifiquement des domaines dans lesquels il y a des entreprises. Puis il y a des entreprises, oui. Exact.
Fait que Elon Musk est peut-être un patron toxique, un menteur, quelqu'un avec un ego démesuré qui n'hésite pas à mettre la sécurité de ses employés et de ses clients en danger, un homme qui passe son temps en ligne à traiter ses adversaires de pédophiles, un homme d'affaires qui a construit un culte de la personnalité autour de sa personne, un milliardaire qui a financé l'élection d'un gouvernement fasciste. Mais avant tout, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'Elon Musk, c'est quelqu'un qui se lève chaque matin avec la possibilité de régler la faim dans le monde et qui décide de garder l'argent pour lui. Et pour ça, je pense qu'on pourrait manger les riches. Excellente conclusion. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast. Ça a été un plaisir un peu violent, mais nécessaire de vous parler. C'était un plaisir semi-partagé. De parler d'Elon Musk pendant toutes ces heures. C'est notre dernier épisode, Colin. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Colin Boudria sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et TikTok. Absolument pas X. J'avais même pas de Twitter avant, je pense. Fait que oui, Colin Boudria sur les réseaux sociaux. Parfait. On remercie encore une fois notre commanditaire Luxe d'avoir été un partenaire de cette première saison. On vous rappelle que si vous avez aimé ça, vous pouvez aller nous faire un don sur Ko-fi, kofi.com/manger les riches. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts. Et parlez-en aux gens autour de vous, ça aide énormément aussi le bouche-oreille. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera très bientôt pour une saison 2 où on pourra se dévorer. Qui serait sur Bezos? En fait, il va falloir qu'on aide dans les richesses du plus riche au. En fait, on va faire les milliardaires en ordre décroissant. Je sais pas si on va faire Bezos. On se garde le suspense. On se garde le suspense, Colin. Donc, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas de manger les riches.